Il y a des erreurs qu'on ne peut jamais vraiment effacer, des mots qu'on voudrait ravaler jusqu'à l'étouffer, des décisions qui nous poursuivent comme des fantômes, même quand on construit des empires pour les oublier. Antoine-Henri Delacroix avait 38 ans quand le passé est revenu le hanter, et cette fois, il ne pouvait plus fuir. La matinée d'août était déjà étouffante quand Antoine sortit de sa Mercedes noire devant les bureaux de Delacroix Capital, avenue Montaigne. Grand, épaules larges moulées dans un costume 3 pièces, Dior gris anthracite, cheveux noirs impeccablement coiffés en arrière, il dégageait cette aura de pouvoir tranquille qui faisait baisser les yeux aux gens dans les ascenseurs. À 38 ans, il dirigeait un conglomérat d'investissement qui contrôlait tout, de la construction immobilière aux chaînes de distribution à travers Paris. Il parlait peu, décidait vite, ne souriait jamais en réunion. Ses yeux bruns calculaient chaque mouvement, chaque mot, chaque silence. Les employés le respectaient, certains le craignaient, personne ne le connaissait vraiment. Antoine-Henri Delacroix était un homme vide, il le savait. Il vivait seul dans un appartement minimaliste du 16e arrondissement, tout en blanc et gris, où même les livres sur les étagères semblaient avoir été choisis par un décorateur plutôt que lus. Veuf depuis 4 ans, il avait perdu sa femme dans un accident de voiture sur la 6. Un mariage arrangé par les familles, froid comme le marbre, sans passion, sans enfant, sans rien qui ressemble à de l'amour. Il faisait chambre à part depuis 2 ans, quand elle était morte. Il avait pleuré aux funérailles parce que c'était ce qu'on attendait de lui, pas parce qu'il ressentait quoi que ce soit. Depuis, sa vie était une routine mécanique. Réveil à 5 heures, salle de sport privée pendant 1 heure, douche froide, costume sur mesure, petit déjeuner protéiné avalé en lisant les cours de la bourse. Bureau à 7h30, réunion jusqu'à 20h, dîner d'affaires où il faisait semblant de s'intéresser aux conversations sur le vin et les vacances en Grèce. Il rentrait, se déshabillait, se couchait, recommençait le lendemain. Le week-end, c'était pire. Le silence de l'appartement devenait assourdissant. Mais ce matin-là, quelque chose allait changer. Antoine ne le savait pas encore, mais dans quelques heures, il allait revoir le seul visage qui hantait encore ses nuits. Le seul nom qu'il n'avait jamais réussi à oublier, même après 13 ans de silence volontaire. Camille. La réunion du matin traînait en longueur. Antoine écoutait à moitié Nathalie, sa directrice de communication, exposer une stratégie de relations publiques qu'il trouvait à la fois évidente et ennuyeuse. Mais c'était nécessaire, paraît-il. L'image de Delacroix Capital avait besoin d'être adoucie. Trop froide, trop distante, trop capitaliste pure et dure. Il fallait montrer un visage humain, social, engagé. Nous proposons un partenariat avec une ONG locale, expliquait Nathalie en faisant défiler des slides PowerPoint. Quelque chose de visible qui puisse générer de la couverture médiatique. Un projet à long terme, pas juste un chèque ponctuel. Vous avez des suggestions ? Demanda Antoine, les doigts tambourinant légèrement sur la table de conférence en acajou. 3 options. Nathalie cliqua. L'association Les Ailes, qui travaille avec des jeunes décrocheurs. Le collectif Horizon, spécialisé dans l'insertion professionnelle. Et Épanouir, qui fait de l'alphabétisation et de la formation pour les femmes en situation de précarité, basée à Saint-Denis. Antoine ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans le dernier nom attira son attention. Peut-être parce que Saint-Denis lui rappelait des souvenirs qu'il préférait laisser enterrer. Des souvenirs d'une époque où il n'était pas encore le PDG inaccessible, mais juste un jeune con de 25 ans qui croyait savoir ce qui était mieux pour lui. « Épanouir », dit-il sèchement. « On commence par celle-là. Organiser une visite. Demain si possible. » Nathalie cligna des yeux, surprise par la rapidité de la décision, mais nota. Le lendemain matin, Antoine se retrouva dans le RER en direction de Saint-Denis. Il aurait pu prendre la voiture avec chauffeur, mais Nathalie avait insisté pour qu'il prenne les transports en commun. Plus authentique pour les photos, avait-elle dit. Antoine détestait l'idée, mais céda. Assis dans le wagon bondé, serré contre des gens qui sentaient la sueur et le parfum bon marché, il se sentit étrangement mal à l'aise, comme s'il ne méritait pas d'être là, comme s'il jouait un rôle dans une pièce mal écrite. L'ONG Épanouir occupait un bâtiment modeste de 3 étages, coincé entre une boulangerie et un pressing, à 10 minutes à pied de la station.
La façade était repeinte en jaune pâle, avec des dessins d'enfants collés aux fenêtres du rez-de-chaussée. Une pancarte en bois indiquait « Épanouir, parce que chaque femme mérite une chance ». Antoine poussa la porte vitrée et fut immédiatement frappé par l'odeur. Café, savon, quelque chose de sucré qui venait de la cuisine. Des voix de femmes, des rires d'enfants, une imprimante qui crachait des papiers quelque part à l'étage. La coordinatrice, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris coupés courts, les accueillit avec un sourire chaleureux. « Monsieur Delacroix, quel honneur !»« Je suis Martine, directrice d'Épanouir. Merci infiniment de vous intéresser à notre travail. » Antoine serra la main tendue, sourire poli plaqué sur le visage. Nathalie et le photographe le suivaient, prenant des notes, cadrant des angles. Martine commença la visite, expliquant les programmes, montrant les salles de cours, présentant les bénévoles. Antoine hochait la tête au bon moment, posait les bonnes questions, mais son esprit était ailleurs. Il se demandait pourquoi il avait choisi cet endroit, pourquoi Saint-Denis, comme si une part de lui cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Et puis, ça arriva. Il passait devant la cuisine quand une porte s'ouvrit et une femme sortit, essuyant ses mains sur un tablier blanc. Elle souriait, disait quelque chose à une collègue derrière elle, et puis elle tourna la tête, et leurs regards se croisèrent. Le monde s'arrêta. Antoine sentit ses poumons se vider d'un coup. Ses mains posées dans les poches de son pantalon se crispèrent. Son cœur, qui battait mécaniquement depuis 4 ans, explosa soudain dans sa poitrine, martelant tellement fort qu'il eut peur que tout le monde l'entende. Camille, mon Dieu, c'était elle, 13 ans. 13 putains d'années, et elle était là, à 3 mètres de lui, dans un couloir qui sentait le café et le détergent, avec les mêmes yeux verts qu'il avait hantés chaque nuit de sa vie d'adulte. Ses cheveux châtains étaient attachés en queue de cheval basse, quelques mèches échappaient encadrant un visage plus fin, plus fatigué, mais toujours aussi beau. Elle avait maigri, des cernes sous les yeux, des mains abîmées par le travail. Mais c'était elle, c'était Camille. Et elle le regardait comme si elle venait de voir un fantôme. Toute couleur avait quitté son visage. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, un petit souffle échappant, comme si on venait de lui donner un coup dans l'estomac. Ses mains, qui essuyaient le tablier, se figèrent. Pendant 3 secondes interminables, personne ne parla. Martine continua d'expliquer quelque chose à Nathalie, inconsciente du séisme silencieux qui venait de se produire. Le photographe prenait des photos du couloir décoré avec des dessins d'enfants. Mais Antoine et Camille étaient bloqués dans une bulle de silence. 13 ans de non-dits comprimés dans un couloir étroit de 3 mètres de large. Ce fut Camille qui détourna le regard, la première. Elle cligna des yeux rapidement comme pour chasser une vision, murmura quelque chose d'incompréhensible et tourna les talons, disparaissant dans la cuisine d'où elle venait. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd. Antoine ne bougea pas. Il ne pouvait pas. Ses jambes refusaient de fonctionner. Sa gorge était serrée comme si quelqu'un l'étranglait. Il entendit vaguement Martine demander « Monsieur Delacroix, ça va? Vous êtes très pâle. » Il cligna, revint à lui, força un sourire. « Oui, pardon. Un petit vertige. La chaleur. » Mensonge. Ce n'était pas la chaleur. C'était elle. C'était Camille, et elle était là, vivante, réelle, et il venait de comprendre qu'il n'avait jamais réussi à l'oublier. Pas une seule seconde en 13 ans. La visite continua, mais Antoine n'entendit plus rien. Il signa des papiers qu'on lui tendait sans les lire, posa pour des photos, en serrant des mains qu'il ne sentait pas, sourit à des gens dont il ne retiendrait jamais les noms. Tout ce qu'il voyait, c'était cette porte de cuisine fermée. Tout ce qu'il sentait, c'était le poids de 13 ans de culpabilité lui écrasant la poitrine. Quand ils sortirent enfin de l'ONG, 1 heure plus tard, Antoine monta dans la voiture avec chauffeur que Nathalie avait finalement appelé. Il s'effondra sur le siège arrière en cuir, desserra sa cravate, ferma les yeux. « Monsieur, tout va bien ?» demanda Nathalie, inquiète. « Ramenez-moi au bureau. » Sa voix était blanche, creuse. Pendant tout le trajet du retour, Antoine garda les yeux fermés, la tête appuyée contre la vitre froide, et revit tout, absolument tout. Camille, à 22 ans, étudiante en première année de fac de sociologie, travaillant le soir comme serveuse dans un bar du Marais pour payer son loyer. Lui à 25 ans, jeune cadre prometteur chez Delacroix Capital, héritier d'un empire qu'il n'avait pas construit,
mais qu'on attendait de lui, qu'il perpétue. Ils s'étaient rencontrés un soir de novembre, dans ce bar où elle servait des bières et des planches de charcuterie. Il était venu avec des collègues après une réunion interminable. Elle avait renversé un verre sur sa chemise blanche. S'était confondu en excuses, rouge de honte. Il avait ri, vraiment ri, pour la première fois depuis des mois. Ils avaient parlé, échangé des numéros, revus, encore et encore. Elle ne savait pas qui il était vraiment. Il ne lui avait pas dit son nom de famille complet, juste Antoine. Elle l'avait cru étudiante en master, comme elle. Il avait joué le jeu. Pendant 6 mois, il avait vécu une double vie. Le jour, il était Antoine-Henri Delacroix, héritier pressenti, costume-cravate, dîner avec les actionnaires. La nuit, il était juste Antoine, le type qui aimait une fille de Saint-Denis, qui sentait le café et rêvait de changer le monde. Il l'aimait, mon Dieu, comme il l'aimait, d'un amour brûlant, adolescent, celui qui vous fait oublier de manger et dormir. Camille était tout ce qu'il n'était pas, spontanée, drôle, passionnée. Elle parlait de justice sociale, d'égalité, de donner une chance aux gens. Elle croyait en des choses. Lui ne croyait qu'aux chiffres et aux contrats. Mais avec elle, il avait commencé à croire en autre chose, en quelque chose de plus grand. Et puis sa famille avait découvert. Son père, Henri Delacroix, patriarche de la dynastie, l'avait convoqué dans son bureau un mardi matin, avait posé sur la table des photos d'Antoine et Camille sortant d'un cinéma main dans la main, des photos prises par un détective privé. « C'est qui cette fille ? Quelqu'un que je fréquente. Tu plaisantes, j'espère. » « Pas du tout. Antoine, écoute-moi bien. » Son père s'était penché en avant, mains croisées, regard dur. « Tu es l'héritier de Delacroix Capital. Tu as des responsabilités, des attentes. Cette fille, elle vient d'où ? Saint-Denis. Exactement. Saint-Denis. Elle a quoi comme famille ? Quel réseau ? Je m'en fous. Eh bien, tu devrais t'en foutre, parce que cette relation, elle s'arrête maintenant. Pardon ? Tu m'as bien entendu ? Tu mets fin à ça, proprement, sans faire de vagues. Ensuite, on te présente quelqu'un de notre milieu, quelqu'un d'approprié. Vous êtes sérieux ? On est en 2010, pas en 1950, on est en 2010. Et tu es toujours l'héritier d'un empire de plusieurs milliards. Réfléchis, Antoine, réfléchis vraiment. Est-ce que cette fille, elle comprend notre monde ? Est-ce qu'elle peut tenir une conversation avec nos investisseurs ? Est-ce qu'elle sait comment se comporter dans nos cercles ? Antoine avait voulu dire oui. Avait voulu défendre Camille, dire qu'elle valait 100 fois mieux que tous ces gens superficiels qui gravitaient autour de leur famille. Mais les mots ne sortaient pas. Parce qu'une part de lui, petite, lâche, avait écouté, avait douté. Son père avait continué, impitoyable. Si tu continues avec elle, tu seras déshérité, complètement. Plus de poste dans l'entreprise, plus d'appartement, plus rien. Tu auras ton salaire de cadre, c'est tout. Et tu crois qu'une fille de Saint-Denis restera avec toi quand elle réalisera que tu n'es plus riche ? C'était un mensonge. Antoine le savait. Camille n'était pas comme ça. Elle l'aimait pour lui, pas pour l'argent. Mais le doute avait été planté. Et Antoine, jeune, faible, terrorisé à l'idée de décevoir son père, avait cédé. Il avait envoyé un message, un putain de message, même pas un appel. « Camille, c'est fini. Notre relation était une erreur. Ma famille ne t'acceptera jamais. Tu viens d'un monde trop différent. Je suis désolé, ne me contacte plus. » Voilà. 13 ans plus tard, Antoine se souvenait encore du texte exact, chaque mot gravé dans sa mémoire comme au fer rouge. Il avait appuyé sur envoyer, puis avait bloqué son numéro, parce qu'il savait que sinon, il n'aurait pas eu la force de résister si elle l'appelait. Elle avait essayé. Pendant des semaines, elle avait essayé. Des messages depuis d'autres numéros, des emails. Elle était venue jusqu'au siège de Delacroix Capital, mais la sécurité l'avait empêchée d'entrer. Antoine avait tout ignoré, s'était convaincu que c'était pour son bien à elle aussi, qu'elle méritait mieux qu'un type comme lui, qu'elle finirait par l'oublier. Il ne savait pas, il n'avait jamais su, que 2 semaines après leur rupture, Camille avait découvert qu'elle était enceinte. De retour au bureau, Antoine annula toutes ses réunions de l'après-midi, s'enferma dans son bureau, fenêtre donnant sur l'avenue Montaigne, et resta là, debout,
les mains dans les poches, à regarder les gens marcher en bas sans vraiment les voir. Camille, mon Dieu Camille, elle était là, à 3 kilomètres de lui, travaillant dans une ONG de Saint-Denis, portant un tablier taché, les mains abîmées. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Avait-elle fini ses études? S'était-elle mariée? Avait-elle des enfants? La pensée d'un autre homme touchant Camille, embrassant Camille, lui fit serrer les mâchoires si fort qu'il eut mal. Il attrapa son téléphone, composa le numéro de Martine, la directrice de l'ONG. « Monsieur Delacroix, quel plaisir de vous entendre si vite. Martine, je voulais savoir, la femme qui était dans le couloir ce matin, celle avec le tablier. Ah, Camille Moreau, c'est notre coordinatrice des ateliers de formation professionnelle. Elle est formidable. Pourquoi? Simple curiosité. Elle a l'air compétente. Oh, elle l'est. Elle est avec nous depuis 5 ans, une travailleuse acharnée. Elle gère tout, de l'alphabétisation à la cuisine collective. Les femmes l'adorent, les enfants aussi. Les enfants? Oui, elle amène parfois son fils. Lucas, un gentil garçon. 12 ou 13 ans, je crois. Le monde bascula. Un fils. Camille avait un fils. Antoine raccrocha au milieu d'une phrase de Martine, le téléphone lui glissant presque des mains. Il s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. 12 ou 13 ans. Non, 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 non. Il compta rapidement. 13 ans depuis la rupture. Si Camille avait un fils de 12 ou 13 ans. Mon Dieu! Le murmure sortit de sa gorge comme un râle. C'était possible. C'était plus que possible. C'était probable. Antoine passa la main sur son visage, sentit la sueur froide sur son front. Il devait savoir, il devait être sûr. Mais comment? Il ne pouvait pas débarquer chez elle et demander, il ne pouvait pas... Si, il pouvait. Les jours suivants, Antoine ne pensa à rien d'autre. Il engagea un détective privé. Pas pour espionner, se justifia-t-il, juste pour comprendre, savoir. Le rapport arriva 3 jours plus tard, sobre, factuel, dévastateur. Camille Moreau, 35 ans, célibataire. Réside à Aubervilliers, appartement F3 en location, loyer de 890 € mensuels. Diplômé en travail social, Université Paris 8, mention bien. Employé à l'ONG Épanouir depuis 2018, salaire mensuel, 1650 € net. Un enfant à charge, Lucas Moreau, né le 14 mars 2011. Père inconnu sur l'acte de naissance. Antoine relut la ligne 3 fois, né le 14 mars 2011. Il compta, 9 mois après leur rupture, pile 9 mois, père inconnu. Elle ne l'avait pas déclaré. Elle avait élevé leur fils seul, pendant 12 ans. Antoine posa le dossier, se leva et sortit de son bureau. Traversa le couloir, ignora les assistants qui tentaient de lui parler, entra dans les toilettes pour hommes, verrouilla la porte et vomit. Quand il eut fini, il s'assit par terre, dos contre le carrelage froid, et pleura pour la première fois depuis les funérailles de sa femme. Pleura pour Camille, qui avait dû gérer la grossesse seule, pour Lucas, qui n'avait jamais eu de père, pour lui-même, qui avait raté 12 ans de la vie de son fils. Pleura pour l'homme pathétique qu'il était devenu. Puis il se releva, se lava le visage, rajusta sa cravate et sortit. Retourna dans son bureau, ouvrit de nouveau le dossier, lut la suite. Lucas Moreau, scolarisé au collège Jean Jaurès, Aubervilliers. Élève moyen, aucun problème de discipline. Pratique le football au club ES Aubervilliers. Entraînement les mercredis et samedis après-midi. Passionné de jeux vidéo et de lecture de science-fiction. Antoine regarda la photo jointe au dossier. Une photo prise de loin, floue, mais suffisamment nette. Un garçon sortant du collège, sac sur le dos, riant avec des copains. Et Antoine se vit. Même cheveux noirs en bataille, même sourcils épais, même mâchoire carrée, même fossette sur la joue gauche quand il souriait. C'était lui, c'était son fils. Lucas, murmura-t-il, goûtant le prénom pour la première fois. Il devait le voir. Il devait voir Camille. Il devait... Quoi? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Débarquer et dire « Salut, je suis ton père, désolé d'avoir abandonné ta mère enceinte. » Elle le tuerait. Elle avait le droit de le tuer. Mais il ne pouvait pas rester sans rien faire. Pas maintenant qu'il savait. Le samedi suivant, Antoine se rendit au stade d'Aubervilliers. Il portait un jean, une veste en cuir, une casquette de baseball.
personne ne le reconnaîtrait. Il s'assit dans les tribunes, au milieu des parents qui criaient des encouragements, et regarda. Lucas était milieu de terrain, rapide, technique, avec un sens du jeu qui surprenait pour son âge. Il riait beaucoup, tapait dans le dos de ses coéquipiers, aidait les plus jeunes à se relever quand ils tombaient. Bon cœur, comme sa mère. Antoine ne pouvait pas détacher les yeux de lui. C'était surréaliste. Voir ce garçon courir, transpirer, vivre, et savoir que la moitié de ses gènes venaient de lui, que dans un monde parallèle, il aurait pu être là depuis le début, aurait pu lui apprendre à faire du vélo, à nager, à lire, aurait pu être un père. À la fin du match, alors que les enfants se dispersaient, Lucas le remarqua, fronça les sourcils, intrigué, s'approcha. « Eh, monsieur, vous étiez au match la semaine dernière aussi, non ?» Antoine cligna, pris au dépourvu. Oui, j'aime le football. Vous avez un fils dans l'équipe ? Non, j'aime juste regarder. » Lucas inclina la tête, curieux. « C'est bizarre. Désolé, je vais y aller. » Antoine se leva, mal à l'aise, commença à partir. Mais la voix de Lucas le rattrapa. « Vous connaissez ma mère ?» Antoine se figea, se retourna lentement. « Pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. Vous avez une tête familière. Et ma mère était bizarre toute la semaine, nerveuse. Elle dit que c'est rien, mais je la connais. » Antoine déglutit. « J'ai connu ta mère il y a longtemps, très longtemps. Vous êtes qui ? Personne d'important, juste quelqu'un du passé. » Lucas le regarda longuement, puis haussa les épaules. « Ok, bon, faut que j'y aille. Ma mère m'attend. » Il partit en trottinant. Antoine resta là, planté, le cœur en miettes. Ce soir-là, il prit une décision. Il allait voir Camille, lui parler, en face. Peu importe si elle le détestait, peu importe si elle lui crachait à la figure, il devait essayer. Le lundi matin, Antoine retourna à l'ONG Épanouir, sans prévenir, sans Nathalie, sans photographe, sans prétexte professionnel. Juste lui, en costume, les mains moites, le cœur battant comme un tambour. Martine l'accueillit, surprise mais ravie. « Monsieur Delacroix, quelle bonne surprise. Je voudrais parler à Camille Moreau. C'est possible ? » « Camille ? Bien sûr. Elle est dans la salle de réunion au premier étage. Je vais la chercher. »« Non, j'y vais. » Il monta les escaliers avant que Martine ne puisse protester. Trouva la porte de la salle de réunion entr'ouverte. Camille était seule, penchée sur des dossiers, un stylo coincé entre les dents, les sourcils froncés en concentration. Antoine frappa doucement. Elle leva les yeux, et son visage se ferma instantanément. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était glaciale. « Je voulais te parler. Mais on n'a rien à se dire. » Elle se leva, commença à rassembler ses affaires. Antoine entra, ferma la porte derrière lui. « Camille, s'il te plaît. »« S'il te plaît quoi, Antoine ?» Elle se retourna, les yeux brillants de colère. « Ça fait 13 ans. 13 ans que tu m'as jeté comme une merde par SMS. Et maintenant tu débarques ici et tu veux parler ? Je sais que je ne mérite pas. » « Non, tu ne mérites pas. Tu ne mérites rien du tout. Je suis désolé. » Le mot sortit étranglé, pathétique. « Désolé ?» Camille rit, un son amer, cassé. « Tu es désolé, génial. Ça change tout. Je ne savais pas. » « Tu ne savais pas quoi ?» Pour Lucas, le silence tomba comme une pierre. Camille devint blanche, puis rouge, puis blanche de nouveau. « Comment tu sais pour Lucas ? » « J'ai fait des recherches. »« Tu as fait des recherches. » Sa voix monta. « Tu as fouillé dans ma vie, dans la vie de mon fils, notre fils. Ne dis pas ça. » Les mains de Camille tremblaient. « Tu n'as pas le droit de dire ça. Il est mon fils, Camille. Il est mon fils. Je l'ai porté. Je l'ai accouché. Je l'ai élevé seul pendant 12 ans. Toi, tu n'es que le type qui m'a baisé et qui s'est barré. » Le coup porta. Antoine recula d'un pas, comme giflé. « Tu ne m'as jamais dit. »« Je n'ai pas pu. » Elle cria maintenant. « Tu m'as bloqué, Antoine. Tu te souviens ? Tu m'as bloqué de partout. J'ai essayé de te voir, mais ton putain de vigile m'a empêché d'entrer dans ton building. J'ai envoyé des emails. Tu ne les as jamais lus. Alors quoi ? Je devais faire quoi ? Louer un panneau publicitaire sur l'avenue Montaigne ? » Antoine ferma les yeux. Elle avait raison. Surtout, je suis désolé. Arrête de dire ça. Camille s'assit lourdement sur une chaise, le visage dans les mains. Juste, va-t'en, Antoine, s'il te plaît. Je veux le rencontrer. Hors de question.
Camille, hors de question. Elle releva la tête, les yeux rouges. Tu crois que tu peux juste débarquer après 12 ans et jouer au papa? Lucas pense que son père est mort. Je lui ai dit que tu étais mort avant sa naissance. Antoine sentit quelque chose se briser en lui. Pourquoi? Parce que c'était plus facile que de lui dire la vérité, que son père ne voulait pas de lui, que son père m'a abandonné parce que je n'étais pas assez bien pour sa famille de merde. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Alors pourquoi tu es parti? Parce que j'étais jeune, et con, et faible. Mon père m'a menacé de me déshériter, de me virer de l'entreprise. Et j'ai eu peur. Tu as eu peur. Camille secoua la tête, incrédule. Tu as choisi l'argent. J'ai choisi la facilité, et je le regrette chaque jour depuis. Je m'en fous de tes regrets, Antoine. Je veux faire partie de sa vie. Non. Camille, je t'ai dit non. Sa voix se brisa. Tu ne le mérites pas. Antoine s'agenouilla devant elle, prit ses mains dans les siennes. Elle essaya de les retirer, mais il tint bon. Tu as raison. Je ne le mérite pas. Je ne te mérite pas non plus. Mais donne-moi une chance, une seule. Laisse-moi essayer. Pourquoi je ferais ça? Parce que Lucas mérite un père. Il a très bien vécu sans pendant 12 ans. Mais il n'aurait pas dû avoir à le faire. Antoine serra ses mains plus fort. S'il te plaît. Camille le regarda longuement. Puis, elle retira doucement ses mains. Si tu veux faire partie de sa vie, tu vas devoir le gagner. Pas avec de l'argent, pas avec des cadeaux, avec du temps, de la présence, de la constance. D'accord. Et s'il décide qu'il ne veut pas de toi, tu acceptes. D'accord. Et tu ne lui dis rien tant que je ne t'en donne pas la permission. D'accord. Camille se leva, croisa les bras. Je ne te fais pas confiance, Antoine. Pas encore. Peut-être jamais. Mais si tu es sérieux, on verra. Merci. Ne me remercie pas. Tu n'as encore rien gagné. Elle sortit de la salle, le laissant seul. Antoine resta là, agenouillé sur le sol froid, et pour la première fois depuis 13 ans, il sentit quelque chose ressemblant à de l'espoir. Les semaines qui suivirent furent les plus étranges de la vie d'Antoine. Il se retrouva dans un monde qu'il ne connaissait pas, un monde où l'argent et le pouvoir ne comptaient pour rien. Un monde où il devait prouver sa valeur par des gestes simples, quotidiens, pathétiquement ordinaires. Camille avait établi des règles. Antoine pouvait venir à l'ONG 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, pour aider aux activités. Pas pour distribuer des chèques ou faire des discours, pour aider, vraiment. Porter des cartons, repeindre une salle, réparer une chaise cassée, servir le déjeuner aux femmes qui venaient aux ateliers, des choses que ses mains de PDG n'avaient jamais faites. Le premier mardi, il arriva en costume. Camille le regarda de haut en bas, sourcils levés. « Tu comptes porter des cartons en Dior ?» J'ai pas pensé. Évidemment. Elle lui tendit un vieux t-shirt et un jean troué. « Tiens, change-toi. » Antoine enfila les vêtements dans les toilettes, se regarda dans le miroir. Il avait l'air ridicule, ou peut-être normal pour la première fois depuis des années. Il ne savait plus très bien. Ce jour-là, il passa 4 heures à décharger des palettes de nourriture pour la banque alimentaire que gérait l'ONG. Ses mains, habituées à taper sur des claviers et signer des contrats, se couvrirent d'ampoules. Son dos, qui n'avait connu que les salles de sport climatisées, hurla de douleur. Mais il ne se plaignit pas, ne demanda pas de pause, continua jusqu'à ce que le dernier carton soit rangé. Camille l'observait de loin, appuyé contre un mur, les bras croisés. Quand il eut fini, elle s'approcha, lui tendit une bouteille d'eau. Pas mal, pour un PDG. C'est un début? C'est un début. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Les semaines passèrent. Antoine continua à venir. Le mardi, il animait désormais un atelier d'initiation à l'informatique pour les femmes qui cherchaient du travail. Le jeudi, il aidait à la cuisine collective, épluchant des légumes, lavant des casseroles, apprenant à faire de la ratatouille sous les ordres autoritaires de Simone, une grand-mère algérienne qui ne se laissait impressionner ni par son nom ni par son compte en banque. « Plus de sel, mon garçon. Tu veux qu'on meure d'ennui en mangeant ça ?» Antoine obéissait, ajoutait du sel, goûtait, recommençait. Et quelque part au fond de lui, quelque chose se dégelait lentement. Camille restait distante, polie, professionnelle mais froide. Elle ne lui parlait que lorsque c'était nécessaire, ne souriait jamais quand il était dans la pièce.
mais elle ne l'avait pas encore renvoyé. C'était déjà ça. Et puis il y avait Lucas. Le garçon venait parfois à l'ONG après l'école, faisait ses devoirs dans un coin, aidait à ranger. Antoine le croisait, échangeait quelques mots, rien de profond. Juste des « Salut, ça va? Tu as gagné ton match samedi ?» Lucas était poli mais réservé, comme s'il sentait que cet homme n'était pas tout à fait un bénévole ordinaire. Un jeudi soir, alors que tout le monde était parti et qu'Antoine finissait de nettoyer la cuisine, Lucas entra, traînant son sac de sport. « T'es toujours là, toi ?» Antoine se retourna surpris. « Ouais, j'aime bien aider. »« Pourquoi ? Pourquoi j'aime aider ? » ?»« Ouais, t'es riche, non ? Ma mère dit que tu diriges une grosse entreprise. Pourquoi tu viens ici laver des casseroles ?» Antoine posa l'éponge, s'essuya les mains sur un torchon. « Parce que j'ai besoin de faire quelque chose qui compte. Et diriger une entreprise, ça compte pas de la même façon. » Lucas le regarda, tête inclinée, comme s'il essayait de comprendre. « T'es bizarre. » Antoine sourit malgré lui. « Ouais, on me le dit souvent. Ma mère t'aime pas trop. » Le sourire d'Antoine s'évanouit. « Je sais. Pourquoi ? Parce que je lui ai fait du mal, il y a longtemps. » « Quel genre de mal ?» Antoine hésita. Jusqu'où pouvait-il aller sans trahir la promesse faite à Camille? Le genre de mal qu'on regrette toute sa vie. Lucas hocha la tête lentement, comme si la réponse avait du sens pour lui. « Tu essayes de te faire pardonner ? » ?»« Ouais. Ça marche ? » ?»« Pas encore. Mais j'essaye. Moi, je pense que tu devrais continuer. » Antoine cligna surpris. « Vraiment ? » ?»« Ouais. Ma mère, elle a l'air moins fatiguée depuis que t'es là. Je sais pas pourquoi. Mais c'est bien. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Camille apparut à la porte. « Lucas, allez, on y va. »« J'arrive, maman. » Lucas attrapa son sac, fit un signe de tête à Antoine et sortit. Camille s'attarda un instant, croisa le regard d'Antoine. Quelque chose passa entre eux, quelque chose de doux, de fragile. Puis elle détourna les yeux et partit. Cette nuit-là, Antoine ne dormit pas. Il resta allongé dans son lit, les yeux au plafond, revivant la conversation avec Lucas encore et encore. Ma mère a l'air moins fatiguée. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que sa présence, aussi maladroite soit-elle, aidait Camille d'une façon qu'il n'avait pas imaginée ? Le mois suivant, Antoine intensifia ses visites. Il ne venait plus 2 fois par semaine, mais 3, puis 4. Il commença à financer discrètement des réparations dans le bâtiment, un nouveau frigo pour la cuisine, des ordinateurs neufs pour les ateliers. Mais il le faisait anonymement, passant par la fondation de l'entreprise, parce qu'il savait que Camille refuserait si elle savait que ça venait de lui. Un samedi d'octobre, Antoine était dans les tribunes du stade, comme d'habitude, quand Lucas marqua un but magnifique. Le garçon leva les bras en l'air, souriant largement, et ses yeux balayèrent les gradins jusqu'à ce qu'il trouve Antoine, et il pointa vers lui. Un geste simple, une reconnaissance. Antoine sentit sa gorge se serrer. Il applaudit, fort, les mains tremblantes. Après le match, Lucas vint le voir. « T'as vu mon but ? » ?»« Bien sûr que j'ai vu. C'était incroyable. »« Merci. » Lucas hésita puis ajouta. « Tu veux venir manger une pizza avec nous ? Maman et moi, on va toujours à la pizzeria après les matchs. » Antoine cligna, pris au dépourvu. Son regard dériva vers Camille, qui attendait près du terrain, les bras croisés. Elle hocha la tête, lentement. Une permission silencieuse. « J'adorerais. » La pizzeria était un petit restaurant de quartier, rien de chic, tables en plastique et nappes à carreaux rouges. Lucas commanda une margherita, Camille une 4 fromages, Antoine une Regina qu'il ne toucha presque pas parce que son estomac était noué. Lucas parlait beaucoup, racontant le match, les blagues de ses copains, le devoir de maths qu'il n'avait pas encore fini. Camille souriait, posait des questions, riait de temps en temps. Et Antoine les regardait tous les deux, son cœur se brisant et se reconstituant en même temps. C'était ça qu'il avait raté. Ces moments simples, quotidiens, qui construisent une famille. Ces pizzas après les matchs. Ces rires pour des blagues stupides. Cette connexion facile, naturelle, entre une mère et son fils. À un moment, Lucas se leva pour aller aux toilettes. Antoine et Camille se retrouvèrent seuls pour la première fois depuis des semaines. Le silence fut d'abord pesant. Puis Camille parla, voix basse. « Il t'aime bien, vraiment. »« Ouais, il me demande souvent pourquoi tu viens à l'ONG. Pourquoi tu t'intéresses à nous. »
Qu'est-ce que tu lui dis? Que tu es quelqu'un qui essaye de devenir meilleur. Antoine déglutit. C'est vrai, je sais. Camille joua avec sa serviette, ne le regardant pas. Je te déteste toujours pour ce que tu m'as fait. Je sais. Mais je vois que tu essayes. Vraiment. Non, ça compte pour quelque chose? Elle leva enfin les yeux vers lui. Peut-être. Lucas revint, cassant le moment. Mais quelque chose avait changé, une fissure dans le mur que Camille avait construit. Les semaines suivantes, le mur se fissura un peu plus. Camille commença à lui parler davantage. Pas de sujet personnel, pas encore, mais du travail, des projets de l'ONG, des défis qu'elle rencontrait. Et Antoine écoutait, vraiment écoutait, sans essayer d'imposer des solutions ou de prendre le contrôle. Parfois, il faisait des suggestions. Elle en rejetait certaines, acceptait d'autres. C'était un équilibre fragile, mais c'était un équilibre. Un soir de novembre, tout bascula. Antoine était chez lui, en réunion téléphonique avec des investisseurs japonais, quand son portable personnel sonna. Un numéro inconnu. Il faillit ignorer, puis quelque chose le poussa à décrocher. « Allô ?» Antoine. La voix de Camille, paniquée, tremblante. « C'est Lucas, il est à l'hôpital. » Le monde s'arrêta. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Il a eu mal au ventre à l'école. Très mal. Ils l'ont emmené aux urgences. Les médecins disent que c'est l'appendice. Ils vont l'opérer. Antoine, je suis seul, je n'ai personne. Sa voix se brisa. J'ai peur. Quel hôpital? Saint-Louis. J'arrive. Antoine raccrocha, quitta la réunion sans un mot d'explication, attrapa ses clés et sortit en courant. Il fit le trajet en 15 minutes, grillant 2 feux rouges, ne pensant qu'à une chose. Lucas, son fils. Son fils était en danger. Il trouva Camille, dans la salle d'attente, assise sur une chaise en plastique, le visage dans les mains, les épaules secouées de sanglots silencieux. Il s'agenouilla devant elle. « Camille, je suis là. » Elle leva la tête, les yeux rouges, gonflés, et sans réfléchir, elle se jeta dans ses bras. Antoine la serra contre lui, sentit son corps trembler, ses larmes mouiller sa chemise. « Il va s'en sortir » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je te promets, il va s'en sortir. Et si quelque chose se passe mal? Ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas savoir ça. » « Si, je peux, parce que Lucas est fort, comme sa mère. » Camille pleura plus fort, s'accrocha à lui comme à une bouée. Et Antoine la tint, la berça doucement, lui caressa les cheveux, lui murmura des mots apaisants qu'il ne savait pas qu'il connaissait. Les heures passèrent. Un médecin sortit, leur expliqua que l'opération allait commencer, que c'était une procédure de routine, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais Camille ne lâchait pas la main d'Antoine, et il ne la lâcha pas non plus. À 3 heures du matin, le chirurgien sortit enfin, souriant. Tout s'est très bien passé. Votre fils va parfaitement bien. Il est en salle de réveil. Vous pourrez le voir dans 1 heure. Camille s'effondra. Pas de tristesse cette fois, mais de soulagement pur. Antoine la rattrapa, la tint debout, la laissa pleurer contre lui. Tu vois, je te l'avais dit. Merci d'être venu. Toujours, je serai toujours là. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis 13 ans, il n'y vit pas de colère. Juste de la gratitude, et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait dangereusement à... Non, il n'osait pas espérer. Quand ils purent enfin voir Lucas, le garçon était groggy, mais souriant faiblement. Camille se précipita à son chevet, lui caressa les cheveux, l'embrassa 100 fois. « Maman, ça va, c'est bon, ne me refais jamais ça, promis. » Puis Lucas vit Antoine, debout près de la porte. « T'es venu? Bien sûr. Cool. » Un mot simple. Mais pour Antoine, c'était tout. Les jours suivants, pendant la convalescence de Lucas, Antoine fut présent. Il apporta des livres, des jeux vidéo, des snacks que Camille n'aurait jamais laissé Lucas manger d'habitude, mais qu'elle toléra parce que, bon, c'était une occasion spéciale. Il resta à l'hôpital avec eux, dormant sur une chaise inconfortable, refusant de partir même quand Camille lui dit qu'il pouvait. Et une nuit, alors que Lucas dormait et qu'ils étaient tous les deux assis dans le couloir, trop fatigués pour parler mais pas assez pour dormir, Camille posa sa tête sur l'épaule d'Antoine. Il se figea, n'osa pas bouger, de peur qu'elle ne réalise ce qu'elle faisait et ne se retire. « Je suis fatiguée, Antoine, » murmura-t-elle. « Tellement fatiguée. Je sais. Ça fait 12 ans que je fais tout toute seule. Je sais.
Je ne veux plus être seul. Le cœur d'Antoine fit un bond. Tu n'es plus seul. Elle ne répondit pas, mais elle ne bougea pas non plus, et ils restèrent comme ça, dans le couloir d'hôpital qui sentait le désinfectant et le café froid, jusqu'à ce que le soleil se lève. 3 jours plus tard, Lucas sortit de l'hôpital. Antoine les raccompagna chez eux à Aubervilliers. C'était la première fois qu'ils voyaient leur appartement. Petit, propre, plein de vie. Des dessins de Lucas collés sur le frigo, des livres empilés partout, des photos d'eux deux à chaque étape de la vie de Lucas. Antoine regarda ces photos, vit son fils grandir en accéléré devant ses yeux. Bébé, bambin, petit garçon, préadolescent. Toutes ces années perdues. « Ça va ?» demanda Camille, le voyant fixer les photos. « Non, mais ça ira. » Elle s'approcha, se tint à côté de lui. « Je sais que tu ne peux pas rattraper le temps perdu. Je sais, mais tu peux être là pour le temps à venir. » Il la regarda, espoir et peur mélangés dans la poitrine. « C'est ce que je veux, plus que tout. » Camille prit une grande inspiration. « Lucas, viens ici une minute. » Le garçon sortit de sa chambre, encore un peu pâle mais souriant. « Ouais, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Lucas s'assit sur le canapé, regard passant entre sa mère et Antoine, soudain nerveux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Camille prit la main de son fils, jeta un regard à Antoine. Il hocha la tête. C'était à elle de décider comment dire les choses. « Tu te souviens quand je t'ai dit que ton père était mort avant ta naissance ?»« Ouais, j'ai menti. » Lucas cligna. « Quoi ? Ton père n'est pas mort. Il était juste absent. Parce que je ne lui ai jamais dit que tu existais. Pourquoi ? Parce qu'il m'avait quitté avant que je découvre que j'étais enceinte, et je ne pouvais plus le joindre après. » Lucas fronça les sourcils, essayant de comprendre. Puis ses yeux s'élargirent. « Attends. » Il regarda Antoine. « C'est toi ?» Antoine s'avança, s'agenouilla devant Lucas, comme il l'avait fait dans son imagination 100 fois. « Oui, c'est moi. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi tu reviens maintenant ? » « Parce que je ne savais pas. Je le jure, Lucas. Si j'avais su que tu existais, je serais revenu tout de suite. Mais je l'ai découvert il y a seulement quelques semaines, et depuis, j'essaye d'être digne d'être ton père. » Lucas le regarda longuement, si longuement qu'Antoine eut envie de fuir. « Tu m'as abandonné. » Le mot frappa Antoine comme une balle. « Oui, tu as abandonné maman. Oui. Pourquoi je devrais te laisser être mon père maintenant ? Parce que je vais passer le reste de ma vie à essayer de compenser. Pas avec de l'argent, pas avec des cadeaux, mais en étant là, chaque jour, pour toi et pour ta mère. » Lucas resta silencieux un long moment. Puis, « Tu es vraiment riche ?» La question inattendue déstabilisa Antoine. « Oui. Genre très riche ? Oui. Et tu pourrais nous acheter une maison ?» « Lucas, » gronda Camille. « Quoi ? Je demande juste. » Antoine ne put s'empêcher de rire, un son étranglé, nerveux. « Je pourrais, si c'est ce que vous voulez. » Lucas hocha la tête lentement. Puis, « Ok, tu peux essayer d'être mon père, mais je ne t'appellerai pas papa tout de suite. Tu dois le mériter d'abord. C'est juste. Et si tu fais du mal à maman encore une fois, je te déteste pour toujours. Compris ?» Lucas tendit la main. Antoine la serra, sentit les larmes brûler ses yeux. Deal. Ce soir-là, après qu'Antoine soit parti et que Lucas se soit couché, Camille resta assise sur le canapé, tête dans les mains. Elle venait de bouleverser la vie de son fils, de révéler un secret qu'elle avait gardé pendant 12 ans. Qu'est-ce qu'elle venait de faire ? Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Merci. Pour tout. Je ne te décevrai pas. » Camille fixa le message longtemps. Puis, lentement, elle tapa une réponse. « Tu as intérêt. » Les mois qui suivirent furent une reconstruction lente, délicate, comme réparer une porcelaine brisée avec une patience infinie. Antoine ne précipita rien. Il vint chercher Lucas à l'école le mercredi après-midi, l'emmena manger des burgers, discuta de foot et de jeux vidéo. Le samedi, ils allaient ensemble au match, criaient dans les tribunes, célébraient les buts. Le dimanche parfois, Antoine passait à l'appartement, apportait des viennoiseries, s'asseyait à la table de la cuisine pendant que Camille faisait du café. C'était étrange, domestique, normal. Lucas commença à s'habituer, à sourire quand Antoine arrivait, à raconter des blagues stupides qu'il avait entendues à l'école,
à demander conseil pour ses devoirs de maths. Petit à petit, le mot « papa » glissa dans ses phrases, d'abord par accident, puis plus naturellement. « Papa, tu peux m'aider avec cet exercice ?» La première fois, Antoine faillit pleurer. Il dut s'excuser, aller aux toilettes, respirer profondément pour se recomposer. Quand il revint, Lucas le regardait bizarrement. « Ça va ?»« Ouais, parfaitement. » Mais Camille avait vu, et elle avait détourné les yeux rapidement, les joues humides. Antoine ne se contenta pas d'être là pour Lucas. Il fut là pour Camille aussi. Quand elle mentionna que l'ONG avait besoin de financement pour un nouveau programme d'alphabétisation, il organisa un gala de charité qui rapporta 150 000 €. Quand elle parla de la difficulté à trouver des bénévoles qualifiés, il mobilisa des employés de Delacroix Capital pour faire du mentorat. Quand elle admit, un soir de fatigue, qu'elle rêvait de reprendre des études pour obtenir un master, mais qu'elle n'avait ni le temps ni l'argent, il lui proposa de financer sa formation et d'ajuster ses horaires à l'ONG. « Je ne veux pas de ta charité, Antoine. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement en toi, en ce que tu peux accomplir. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu mérites mieux que ce que la vie t'a donné. Et parce que c'est ma faute si tu as dû tout abandonner pour élever Lucas seul. » Camille le regarda longuement, cherchant le mensonge, la manipulation. Mais elle ne trouva que de la sincérité. « D'accord. Mais je te rembourse, chaque centime, si tu insistes. » Elle insista, et Antoine accepta, sachant qu'elle avait besoin de garder sa fierté. Un soir de janvier, après avoir déposé Lucas à un anniversaire chez un copain, Antoine et Camille se retrouvèrent seuls, dans la voiture, garés devant l'immeuble où avait lieu la fête. « On a 2 heures avant de le récupérer, » dit Camille. « Tu veux aller boire un verre ?» Antoine la regarda, surpris. « Tu es sûr ? » « Non, mais propose quand même. » Ils allèrent dans un petit café près du canal Saint-Martin, s'assirent en terrasse malgré le froid, commandèrent du vin chaud. Pendant les premiers instants, le silence fut pesant, 13 ans de non-dits flottant entre eux. « Parle-moi de lui, » finit par dire Antoine, « de Lucas, de tout ce que j'ai raté. » Camille but une gorgée, réfléchit. Ses premiers pas, c'était à 10 mois, dans le salon de ma mère avant qu'elle ne meure. Elle a pleuré de joie. « Ta mère est morte ? Cancer. Il y a 8 ans. Mon père 3 ans avant. » Sa voix était neutre, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. « Lucas ne les a presque pas connus. Je suis désolé. »« Pourquoi? Ce n'est pas ta faute. » Elle marqua une pause. « Enfin, pas directement. » Antoine serra sa tasse plus fort. « Continue. Raconte-moi. » Son premier mot, c'était « maman », évidemment. Un petit sourire. Le deuxième, c'était « ballon ». Il était obsédé par les ballons. N'importe quelle forme, n'importe quelle couleur. À 2 ans, il dormait avec un ballon de foot dans son lit. Antoine sourit malgré lui. « Vraiment ? Vraiment, je devais le laver en cachette la nuit parce qu'il refusait de s'en séparer. » Elle rit doucement, un son qu'Antoine n'avait pas entendu depuis des années. Et puis, il y a eu l'école. Son premier jour de maternelle, il n'a pas pleuré. Il est entré comme si c'était une aventure. Moi, par contre, j'ai pleuré toute la matinée au boulot. Tu travaillais où à l'époque? Ménage dans des bureaux. La nuit. Je dormais 3 heures, je le déposais à l'école, j'allais en cours à la fac, je le récupérais, je faisais mes devoirs pendant qu'il jouait, je le couchais et je repartais bosser. Sa voix se durcit légèrement. Pendant des années. Camille? Non. Elle leva la main. Je ne te raconte pas ça pour que tu te sentes coupable. Enfin, si, un peu, mais surtout pour que tu comprennes. Lucas et moi, on a survécu ensemble. On s'est construit ensemble. Et tu ne peux pas juste débarquer et effacer ça. Je ne veux pas effacer ça. Qu'est-ce que tu veux alors? Antoine prit une longue inspiration. Je veux faire partie de votre vie, vraiment. Pas comme un intrus, pas comme quelqu'un qui rachète son passé avec de l'argent, mais comme quelqu'un qui vous aime, tous les deux. Camille le fixa, les yeux brillants. Tu ne me connais plus, Antoine. Ça fait 13 ans. Je ne suis plus la fille de 22 ans dont tu es tombé amoureux. Je sais, et tu ne me connais plus non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On apprend, on recommence, lentement. Elle détourna le regard, mordit sa lèvre inférieure. Antoine reconnut le geste. Elle faisait ça quand elle était nerveuse, même à 22 ans. « J'ai peur », avoua-t-elle finalement. «
Peur que tu partes encore, que tu te réveilles un matin et que tu réalises que ce n'est pas ce que tu veux vraiment, que nous ne sommes pas assez bien pour ton monde. Camille. Antoine posa sa main sur la sienne. Elle ne la retira pas. Tu es la seule chose dans ma vie qui ait jamais eu du sens. La seule. Et je sais que je ne mérite pas une deuxième chance. Mais si tu me la donnes, je passerai chaque jour à te prouver que je ne suis plus ce lâche de 25 ans. Et si ça ne marche pas, alors au moins on aura essayé. Camille regarda leurs mains jointes. Lentement, elle entrelaça ses doigts avec les siens. D'accord, on essaye. Le sourire qui illumina le visage d'Antoine aurait pu éclairer tout Paris. Les semaines passèrent. Ils prirent l'habitude de dîner ensemble les vendredis soirs, tous les trois, dans des petits restaurants de quartier que Lucas choisissait. Antoine apprit à connaître son fils, ses manies, sa passion pour les mangas, sa peur des araignées, son rêve de devenir footballeur professionnel ou, si ça ne marchait pas, ingénieur en jeux vidéo. Il découvrit que Lucas était drôle, intelligent, empathique, un mélange parfait de Camille et de lui-même. Et il apprit à connaître Camille aussi. La nouvelle Camille, plus forte, plus sage, avec des cicatrices, mais aussi une profondeur qu'elle n'avait pas à 22 ans. Elle lui parla de ses projets pour l'ONG, de son désir d'ouvrir d'autres centres dans des villes de banlieue, de son master en cours, de ses peurs, de ses espoirs, de ses nuits blanches. Et Antoine parla aussi de son mariage raté, de son sentiment d'être vide pendant des années, de comment revoir Camille avait tout fait remonter à la surface, de sa culpabilité qui le rongeait chaque nuit. Un soir de mars, après avoir déposé Lucas à son cours de foot, il se promenait le long du canal, sans but précis. Il faisait doux pour la saison, les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres. « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est promené ici ?» demanda Camille soudain. Antoine s'arrêta, surpris. « Tu te souviens de ça ?»« Bien sûr, c'était en décembre. Il faisait froid à crever. Tu avais oublié ton écharpe et je t'ai prêté la mienne. Elle sentait ton parfum. Je l'ai gardée une semaine avant de te la rendre. » Camille rit. « Je m'en doutais. » Ils continuèrent à marcher côte à côte, leurs bras se frôlant de temps en temps. « Est-ce que tu m'as vraiment aimé ?» La question sortit de nulle part, douce mais chargée. « À l'époque, je veux dire. » Antoine s'arrêta de nouveau, se tourna vers elle. « Camille, je t'ai aimé plus que tout au monde. J'étais juste trop con et trop faible pour me battre pour nous. Et maintenant? Maintenant je suis toujours con, mais je ne suis plus faible. » Elle sourit, les yeux humides. « Prouve-le. »« Comment ?» Au lieu de répondre, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Le monde s'arrêta. C'était un baiser doux, hésitant, chargé de 13 ans de souffrance et d'espoir. Les lèvres de Camille tremblaient légèrement contre les siennes. Antoine resta figé une seconde, n'osant pas y croire, puis ses mains montèrent lentement, encadrèrent son visage, et il approfondit le baiser. Tous les souvenirs revinrent en vagues. Leur premier baiser, à 20 ans. Les nuits passées enlacées à parler de tout et de rien. Les matins où il la regardait dormir, tout, mais c'était aussi nouveau, différent, plus mûr, plus conscient du poids de ce qu'il faisait. Quand ils se séparèrent, Camille avait les joues rouges et les yeux brillants. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Probablement pas. On va probablement le regretter. Probablement. Mais je ne veux pas m'arrêter. Moi non plus. Ils restèrent là, front contre front, respirant le même air, jusqu'à ce que l'alarme du téléphone de Camille les rappelle qu'il fallait aller chercher Lucas. Ce soir-là, après avoir déposé Camille et Lucas, Antoine rentra chez lui, s'assit sur son canapé blanc immaculé et réalisa quelque chose. Cet appartement n'était plus un foyer, c'était un mausolée, un monument à la vie vide qu'il avait mené pendant des années. Le lendemain, il commença à chercher une maison, pas un appartement, une vraie maison, avec un jardin pour que Lucas puisse jouer au foot, une cuisine où Camille pourrait cuisiner, des chambres pour tout le monde. Il en trouva une à Montreuil, à mi-chemin entre son bureau et l'ONG. Pas ostentatoire, pas une de ces villas de milliardaires, juste une maison familiale chaleureuse, avec des volets bleus et un cerisier dans le jardin. Il l'acheta, puis il attendit le bon moment pour en parler. Ce moment arriva en avril, lors d'un dîner chez Camille. Lucas était parti dormir chez un ami.
Ils étaient seuls, assis sur le canapé, un film à peine regardé à la télévision. « J'ai acheté une maison », dit Antoine soudain. Camille se redressa. « Quoi ? Une maison, à Montreuil, avec 4 chambres, un jardin, une vraie cuisine. Pourquoi ? Parce que je veux qu'on vive ensemble. Toi, Lucas et moi. » Camille cligna sous le choc. « Antoine, je sais que c'est rapide. Je sais qu'on vient juste de recommencer. Mais je ne veux plus vivre dans cet appartement vide. Je veux une maison pleine de vie, de bruit, de toi et de Lucas. Tu ne peux pas juste acheter une maison et décider qu'on emménage. Je ne décide rien. Je propose. Et si je dis non, alors je la vends. Ou je la transforme en centre pour l'ONG. Ou je fais n'importe quoi d'autre. Mais je voulais que tu saches que je suis sérieux, que je ne joue pas, que je veux construire une vie avec vous. » Camille se leva, fit les 100 pas dans le petit salon. « Tu es fou, probablement. On se connaît à peine. Enfin, on se connaissait, mais maintenant, on apprend chaque jour. Et si ça ne marche pas, Lucas va souffrir. Lucas va souffrir si on ne se donne pas une vraie chance aussi. » Camille s'arrêta, le regarda. « Tu veux vraiment ça ? Une vraie famille, des dîners quotidiens et des disputes sur qui fait la vaisselle et Lucas qui laisse traîner ses affaires partout. » Oui. Pourquoi ? Parce que pendant 13 ans, j'ai vécu dans le vide. Et maintenant que j'ai goûté à ce que ça fait d'avoir une famille, je ne peux plus faire marche arrière. Camille s'assit lentement, les mains tremblantes. « Laisse-moi y réfléchir et en parler à Lucas. C'est sa vie aussi. Bien sûr. Prends tout le temps qu'il faut. 2 semaines passèrent. Antoine n'insista pas, ne redemanda pas. Il continua juste à être présent, comme toujours. Et puis un samedi matin, son téléphone sonna. « On vient voir la maison. Aujourd'hui. » Le cœur d'Antoine bondit. « Vraiment, vraiment. On sera là dans 1 heure. » Antoine passa les 60 minutes suivantes à paniquer, ranger des choses déjà rangées, vérifier que tout était parfait. Quand la sonnette retentit, il se précipita pour ouvrir. Camille et Lucas se tenaient sur le perron. Lucas avait les yeux écarquillés. « C'est énorme. »« Entre, » dit Antoine, souriant. « Fais comme chez toi. » Parce que c'était exactement ce qu'il espérait, que Lucas se sente chez lui ici. Ils visitèrent chaque pièce. Lucas s'extasia devant le jardin, demanda s'il pouvait installer des cages de foot. Camille admira la cuisine, passa ses doigts sur les plans de travail en bois. Elle ne dit rien, mais Antoine voyait les émotions défiler sur son visage. À la fin de la visite, ils se retrouvèrent dans le salon vide, la lumière du printemps entrant par les grandes fenêtres. « Alors ?» demanda Antoine, incapable de tenir plus longtemps. Lucas regarda sa mère. Camille regarda Antoine. « On a une condition. »« Laquelle ? » ?»« Tu nous épouses d'abord. » Antoine cligna. « Quoi ? Tu as bien entendu. » Camille croisa les bras. « Si on emménage ici, si on construit une famille, je veux que ce soit officiel. Je ne veux pas être ta copine. Je veux être ta femme. » Le cœur d'Antoine explosa. « Tu es sérieuse ? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ?» Antoine regarda Lucas, qui souriait largement. « Alors ?» insista le garçon. « Tu vas demander à maman en mariage ou quoi ?» Antoine s'agenouilla. Pas devant Camille, mais devant Lucas. « Lucas, je sais que j'ai raté les 12 premières années de ta vie, et je ne pourrai jamais rattraper ça. Mais si tu me donnes la permission d'épouser ta mère, je te promets que je serai là pour toutes les années à venir, pour chaque match, chaque bulletin scolaire, chaque moment important, pour toujours. » Lucas le regarda, sérieux soudain. « Tu promets ?» ?»« Je promets. »« Ok alors. » Lucas hocha la tête solennellement. « Tu peux l'épouser. » Antoine se tourna vers Camille, toujours à genoux. « Camille Moreau, je t'ai aimé à 20 ans. Je t'aime à 38 ans. Et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Veux-tu m'épouser ?» Camille s'agenouilla devant lui, prit son visage entre ses mains. « Tu as intérêt à ne pas foirer cette fois. Je ne foirerai pas. Promis ? Promis. Alors oui, oui, je veux t'épouser. » Ils s'embrassèrent profondément, tandis que Lucas faisait des bruits de dégoût derrière eux. « Burke, vous êtes obligé de faire ça devant moi ?» Ils rirent, les attrapèrent, l'entraînèrent dans un câlin familial. Et pour la première fois depuis 13 ans, Antoine se sentit complet. Le mariage fut simple, intime, exactement comme Camille l'avait voulu. Pas de grande cérémonie dans une église baroque du 16e arrondissement.
Pas de centaines d'invités en tenue de gala. Juste eux, Lucas, quelques amis proches de Camille, Martine et l'équipe de l'ONG, et quelques collègues d'Antoine qui étaient devenus de vrais amis au fil des mois. La cérémonie eut lieu dans le jardin de la maison de Montreuil, sous le cerisier en fleurs qui embaumait l'air de mai. Camille portait une robe simple en dentelle ivoire qui lui arrivait aux genoux, les cheveux lâchés sur les épaules, un bouquet de pivoine blanche dans les mains. Elle était pieds nus dans l'herbe, un détail qu'Antoine trouva incroyablement parfait. Lucas, en costume bleu marine que son père lui avait offert, tenait les alliances avec une fierté solennelle. Antoine ne portait pas son habituel costume 3 pièces, juste un pantalon anthracite et une chemise blanche aux manches roulées. Camille avait insisté. « Je veux épouser Antoine, pas le PDG ». Quand elle remonta l'allée improvisée entre les chaises pliantes, au bras de Martine qui la considérait comme une fille, Antoine sentit sa gorge se serrer. Elle était magnifique, pas de la beauté lisse et apprêtée des mannequins des magazines, mais de cette beauté vraie, celle des femmes qui ont survécu, qui ont lutté, qui ont aimé malgré tout. La cérémonie fut courte. L'officier d'état civil lut les formules habituelles. Mais quand vint le moment des vœux personnels, le silence se fit. Antoine parla le premier, la voix tremblante malgré lui. « Camille, il y a 13 ans, j'ai fait le plus grand erreur de ma vie. Je t'ai laissé partir parce que j'avais peur. Peur de décevoir ma famille, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'amour que je ressentais pour toi parce qu'il était si grand qu'il me terrifiait. » Il prit une grande inspiration. Et j'ai vécu avec les conséquences de cette erreur chaque jour depuis. Je me suis marié par obligation. J'ai bâti un empire qui ne m'apportait aucune joie. J'ai vécu dans un appartement qui ressemblait à une tombe. Et puis je t'ai retrouvé. Et j'ai découvert Lucas. Et j'ai compris que ma vie n'avait jamais vraiment commencé. Des larmes coulaient librement sur ses joues maintenant. Il s'en fichait. Aujourd'hui, je te promets tout ce que j'aurais dû te promettre il y a 13 ans. Je te promets d'être là, dans les bons jours et dans les mauvais. Quand tu es forte et quand tu es fatiguée, je te promets d'être un père pour Lucas, pas seulement en titre, mais en acte. Je te promets de ne plus jamais laisser la peur dicter mes choix. Et je te promets que chaque jour, je ferai tout pour mériter l'incroyable cadeau que tu me fais en me donnant une deuxième chance. Il essuya ses larmes maladroitement. Je t'aime, Camille. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Il y eut un silence chargé d'émotions. Même les oiseaux dans le cerisier semblaient s'être tus. Camille prit une inspiration tremblante, les yeux rouges. « Antoine, je ne vais pas prétendre que ces 13 années ont été faciles. Elles ont été dures, parfois insupportables. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré en me demandant comment j'allais payer le loyer et nourrir mon fils. Il y a eu des moments où j'ai voulu te haïr tellement fort que ça me consumait. » Antoine baissa les yeux, mais elle prit son menton, le força à la regarder. « Mais je ne te hais pas. Et tu sais pourquoi? Parce que tu m'as donné Lucas. Et Lucas est la plus belle chose qui me soit arrivée. Chaque difficulté, chaque larme, chaque nuit blanche valait la peine parce qu'il existe. » Elle essuya ses propres larmes. « Ces derniers mois, je t'ai regardé te battre pour nous, te battre pour mériter une place dans nos vies. Et tu l'as fait sans attendre de garantie, sans savoir si je te pardonnerais un jour. Tu es venu à l'ONG, tu as porté des cartons, tu as lavé des casseroles, tu as appris à connaître notre monde sans juger. Tu as été patient avec Lucas, avec moi, avec tout. » Elle sourit à travers ses larmes. « Alors aujourd'hui, je te promets une deuxième chance. Pas parce que tu la mérites nécessairement, mais parce que je crois au pardon, parce que je crois qu'on peut recommencer, et parce que malgré tout, je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je voulais te détester, même quand j'ai essayé de t'oublier. Mon cœur n'a jamais vraiment appartenu à quelqu'un d'autre. » Sa voix se brisa. « Alors oui, Antoine-Henri Delacroix, je te prends pour mari, pour que nos chemins, qui se sont séparés si cruellement, se rejoignent enfin. Pour toujours cette fois. » Il n'y eut pas un œil sec dans l'assistance. Martine sanglotait ouvertement. Lucas, qui avait essayé de rester stoïque, renifla bruyamment et s'essuya le nez sur sa manche. L'officier, lui-même ému, déclara d'une voix enrouée « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. »
Antoine ne se fit pas prier. Il prit le visage de Camille entre ses mains et l'embrassa avec toute la passion, tout le regret, tout l'amour accumulé pendant 13 ans. Ce n'était pas un baiser chaste de cérémonie, c'était un serment, une promesse, un recommencement. Les invités applaudirent, sifflèrent, crièrent leur joie. Lucas leva les yeux au ciel mais souriait largement. La fête qui suivit fut exactement ce qu'ils avaient voulu. Pas de protocole guindé. Juste des tables dressées dans le jardin, de la musique, de la nourriture simple mais délicieuse préparée par les femmes de l'ONG, du vin qui coulait librement, des rires qui éclataient de partout. Antoine dansa avec Camille sous le cerisier, leurs fronts collés, se balançant doucement même quand la musique était rapide. Il dansa avec Lucas aussi, qui protesta pour la forme, mais finit par rire quand son père essaya maladroitement un mouvement de hip-hop. En fin de soirée, alors que le soleil se couchait et que les lampions s'allumaient dans les arbres, Martine porta un toast. À Camille, qui est la femme la plus forte que je connaisse. Elle leva son verre. À Antoine, qui a prouvé qu'on peut réparer ses erreurs, si on en a vraiment le courage. Et à Lucas, le garçon le plus chanceux du monde d'avoir des parents qui l'aiment autant. Tout le monde trinqua, les verres tintant dans l'air tiède de mai. Plus tard, quand tous les invités furent partis et que Lucas dormait à l'étage, Antoine et Camille restèrent seuls dans le jardin, assis sur les marches de la terrasse, regardant les étoiles apparaître. « On l'a fait », murmura Camille, la tête sur l'épaule d'Antoine. « On l'a fait. Tu es heureux ? Plus que je ne l'ai été de toute ma vie. Moi aussi. » Elle se redressa, le regarda. « J'ai peur quand même. » « De quoi ? Que ça soit trop beau pour être vrai. Que je me réveille et que tout ça ne soit qu'un rêve. » Antoine prit sa main, la porta à ses lèvres. « Ce n'est pas un rêve. Je suis là. Je suis réel. Et je ne vais nulle part. Promets-le-moi encore. Je te le promets. Chaque jour de ma vie, je te le prouverai. » Elle sourit, se pencha pour l'embrasser doucement. « Alors emmène-moi au lit, Marie. » Il rit, la souleva dans ses bras, malgré ses protestations, et monta les escaliers vers leur nouvelle chambre, leur nouvelle vie. Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une tendresse qu'aucun des deux n'avait connue auparavant. Pas de précipitation, pas de désespoir. Juste deux personnes qui se retrouvaient après 13 ans, redécouvrant chaque courbe, chaque cicatrice, chaque souffle. Antoine embrassa chaque marque sur le ventre de Camille, les traces que la grossesse avait laissées, et murmura « Tu es magnifique. Je suis marqué. Tu es magnifique. Parce que tu es marqué. » Parce que ces marques racontent l'histoire de notre fils, de ta force, de tout ce que tu as traversé. Camille pleura, mais de bonheur cette fois. Et quand ils s'endormirent, enlacés, elle sut que c'était vrai, qu'ils avaient vraiment une deuxième chance. Les mois suivants furent une période d'ajustement. Vivre ensemble n'était pas toujours facile. Il y eut des disputes, sur des choses stupides, comme qui devait sortir les poubelles, ou pourquoi Antoine avait oublié d'acheter du lait. Sur des choses plus importantes aussi, comme l'éducation de Lucas ou l'équilibre entre le travail et la famille. Mais contrairement à son mariage précédent, froid et distant, cette fois Antoine se battait. Il ne fuyait pas après une dispute. Il restait, discutait, écoutait, et Camille aussi. Ils apprenaient à communiquer, à faire des compromis, à construire quelque chose de solide. Lucas s'épanouit. Avoir un père présent changea quelque chose en lui. Il devint plus confiant, plus ouvert. Il invitait des amis à la maison, savait qu'il y aurait toujours quelqu'un pour lui préparer un goûter. Il jouait au foot dans le jardin avec Antoine le dimanche matin. Il aidait Camille à cuisiner le mercredi soir. 1 an après le mariage, Camille annonça qu'elle était enceinte. Antoine la regarda, bouche ouverte, incapable de former des mots cohérents. « Tu... quoi ? Je suis enceinte. 3 mois. Mais, c'est une surprise pour toi aussi, parce que tu sais comment ça marche, normalement. Je sais comment ça marche. » Il se reprit. « Enfin, oui, mon Dieu, un bébé. Oui, un bébé. » Elle mordit sa lèvre, soudain inquiète. « Tu es content ? Content ?» Antoine la souleva, la fit tourner. « Je suis plus que content. Je ne sais même pas comment décrire ce que je ressens. Pose-moi par terre, idiot. Je suis enceinte, rappelle-toi. » Il la posa délicatement, comme si elle était en porcelaine.
Désolé, tu vas bien? Le bébé va bien? Tout va bien. On va avoir un bébé. Il répéta, comme pour s'en convaincre. Un bébé que je vais voir naître, dont je vais être là depuis le début. Camille sourit, les yeux humides. Oui, tu ne rateras rien cette fois. Cette nuit-là, Antoine ne dormit pas. Il resta éveillé, la main posée sur le ventre encore plat de Camille, essayant d'imaginer le petit être qui grandissait là. Un bébé qu'il pourrait tenir dans ses bras dès la première seconde, qu'il pourrait voir faire ses premiers pas, dire ses premiers mots. Un bébé qui n'aurait pas à grandir en se demandant où était son père. « Je te promets », murmura-t-il au ventre de Camille, « je serai là, pour chaque moment. » La grossesse fut différente cette fois pour Camille. Elle n'était plus seule. Elle n'avait plus à travailler jusqu'à l'épuisement. Antoine s'assurait qu'elle se repose, lui massait les pieds quand il gonflait, courait acheter des cornichons à 2 heures du matin parce qu'elle en avait une envie subite. Lucas fut impliqué aussi. Il parlait au ventre de sa mère, lui lisait des histoires, planifiait déjà comment il allait être le meilleur grand frère du monde. « Tu penses que ce sera un garçon ou une fille ?» demanda-t-il un soir à table. « On saura bientôt, » répondit Camille. « La prochaine échographie. Moi, j'espère que c'est une fille. Comme ça, je pourrai la protéger. » Antoine sourit, le cœur gonflé de fierté. « Tu seras un grand frère formidable, quoi qu'il arrive. »« Je sais. » Lucas sourit, confiant. « C'est dans mes gènes. » L'accouchement arriva un matin de février. Camille perdit les os à 6 heures, au moment où Antoine préparait le petit déjeuner. Il paniqua complètement, renversa le café, ne trouvait plus les clés de la voiture, criait des instructions incohérentes à Lucas qui, lui, restait parfaitement calme. « Papa, respire. Maman a déjà fait ça une fois, elle sait comment ça marche. »« Je sais, mais... Mon Dieu, on y va. Maintenant, tout de suite. » À l'hôpital, Antoine ne quitta pas Camille une seule seconde. Il tint sa main pendant les contractions, essuya son front, respira avec elle, l'encouragea. Et quand, 8 heures plus tard, le médecin annonça « C'est une fille », Antoine pleura, pas quelques larmes discrètes, des sanglots complets, incontrôlables. Il pleura pour toutes les années perdues, pour la naissance de Lucas qu'il avait raté, pour cette deuxième chance inespérée. Le bébé fut placé sur la poitrine de Camille, toute petite, rose, hurlant à plein poumon. Elle avait des cheveux noirs comme son père, mais les yeux de sa mère, d'un vert profond. « Léa », murmura Camille. « On l'appelle Léa. »« Léa !» répéta Antoine, touchant du doigt la petite main qui se referma autour de son index. « Bonjour, ma puce. » Plus tard, quand Camille dormait épuisée et que Léa était dans son berceau à côté du lit, Antoine alla chercher Lucas dans la salle d'attente. Le garçon, qui avait maintenant 14 ans et faisait presque la même taille que sa mère, se précipita dans la chambre. « Je peux la voir ?»« Bien sûr, viens. » Lucas s'approcha du berceau avec précaution, regarda le bébé endormi. « Elle est toute petite. Tu étais comme ça aussi à la naissance. C'est vrai ?» Lucas toucha délicatement la joue de Léa. « Salut, petite sœur. C'est moi, Lucas, ton grand frère, et je te promets que je vais toujours te protéger. » Antoine posa une main sur l'épaule de Lucas, la gorge serrée. « Tu es un bon garçon, tu sais ça? C'est parce que j'ai une bonne mère. » Lucas leva les yeux vers lui. « Et un bon père. » C'était la première fois que Lucas l'appelait clairement « père » au lieu de juste « papa ». Le mot avait du poids, de la signification. « Merci », murmura Antoine. « De rien. » Lucas sourit. « Bon, je peux la porter ? Demande à ta mère quand elle se réveillera. » 3 ans passèrent, 3 années de bonheur quotidien, de ce genre de bonheur simple et réel qui se construit dans les petites choses. Le matin, quand Léa descendait en pyjama, les cheveux ébouriffés, réclamant ses céréales préférées. Le mercredi, quand Lucas rentrait du lycée et racontait sa journée en dévorant la moitié du frigo. Le dimanche, quand ils brenaient tous ensemble dans le jardin, Léa courant après les papillons pendant que Lucas et Antoine jouaient au foot. Camille avait obtenu son master avec mention. Elle dirigeait maintenant 3 centres d'aide sociale en banlieue parisienne, une extension du projet Épanouir qui changeait concrètement des vies. Antoine l'avait aidé à monter le dossier de financement. Mais c'était entièrement son projet, sa vision, son travail acharné. Lucas, à 15 ans, était devenu un jeune homme impressionnant, grand, déjà plus grand qu'Antoine, avec cette dégaine décontractée des adolescents, mais un cœur en or.
Il continuait le foot, jouait maintenant en équipe régionale et parlait sérieusement de devenir éducateur sportif pour travailler avec des jeunes de quartiers défavorisés. Comme maman aide les gens, avait-il expliqué un soir. Moi, je veux aider par le sport, montrer aux gamins qu'ils peuvent s'en sortir. Antoine et Camille avaient échangé un regard, le cœur gonflé de fierté. Un samedi après-midi de juin, toute la famille était dans le jardin. Le cerisier était en fleurs, déversant une pluie de pétales roses à chaque coup de vent. Léa, 3 ans et demi maintenant, jouait dans sa petite piscine gonflable, éclaboussant tout autour d'elle. Lucas lisait sur une chaise longue, casque sur les oreilles. Camille et Antoine étaient allongés sur une couverture, main dans la main, profitant du soleil. « Tu sais à quoi je pensais ?» dit Camille soudain. « À ce jour, il y a 5 ans, quand tu es entré à l'ONG. » Elle tourna la tête vers lui. « Je me souviens avoir pensé que ma vie était fichue, que tu allais tout détruire encore. Et je ne me suis jamais autant trompé. » Elle sourit. « Tu n'as pas détruit ma vie, tu l'as complétée. » Antoine porta sa main à ses lèvres. « C'est toi qui as complété la mienne. J'existais avant, mais je ne vivais pas vraiment. » « C'est cucul ce que tu dis ? Peut-être, mais c'est vrai. » Léa courut vers eux, trempée des pieds à la tête, et se jeta sur Antoine. « Papa, viens jouer avec moi. Attends, ma puce, laisse-moi me lever avant de me noyer. Allez, allez !» Elle tirait sur son bras avec une force étonnante pour une si petite chose. Lucas retira son casque, rigola. « Laisse tomber, papa. Quand elle a décidé quelque chose, tu n'as aucune chance. Comme sa mère, » marmonna Antoine en se levant. « J'ai entendu, » lança Camille. Antoine passa l'après-midi à jouer avec Léa, à la porter sur ses épaules, à faire semblant d'être un monstre qu'elle devait combattre. À un moment, Lucas les rejoignit, et ce fut un chaos joyeux de rires, d'éclaboussures et de poursuites. Camille les regardait depuis la terrasse, une tasse de thé à la main, le cœur si plein qu'elle croyait qu'il allait exploser. C'était ça, le bonheur. Pas les grands moments, pas les déclarations dramatiques, juste ça. Son mari jouant avec leurs enfants dans le jardin. Simple, parfait. Le soir, après avoir couché Léa qui s'était endormie instantanément, épuisée de sa journée, et après que Lucas soit monté dans sa chambre pour ses devoirs, Antoine et Camille se retrouvèrent seuls dans le salon. « Viens, » dit Antoine en tendant la main. « Où ? Danse avec moi ? Il n'y a pas de musique. On n'en a pas besoin. » Camille sourit, prit sa main, et ils dansèrent lentement dans le salon silencieux, bercés par le bruit lointain de la circulation et le chant des grillons dehors. « Je t'aime, » murmura Antoine contre ses cheveux. « Je sais. Non, vraiment. Je t'aime d'une façon qui me fait encore peur parfois. » Camille se recula légèrement pour le regarder. « Peur pourquoi ? Peur de te perdre, de perdre ça. » Il fit un geste englobant la maison, leur vie. « C'est tellement précieux que ça me terrifie. Tu ne vas pas me perdre. » Elle prit son visage entre ses mains. « Tu es bloqué avec moi pour toujours, monsieur Delacroix. C'est Madame Delacroix maintenant. Tu as raison. » Elle sourit. « Madame Camille Delacroix, ancienne fille de banlieue qui a épousé le PDG. Qui l'aurait cru ? Moi. Dès le premier jour. Menteur. Ok, peut-être pas le premier jour, mais le deuxième, c'est sûr. » Elle rit, l'embrassa doucement. Et ils continuèrent à danser dans leur salon, dans leur maison, dans leur vie qu'ils avaient construite ensemble malgré tout. Plus tard, cette nuit-là, allongés dans leur lit, Camille, tête posée sur le torse d'Antoine, elle murmura « Tu sais ce qui est fou ? Dis-moi. Parfois, je repense à ce SMS que tu m'as envoyé il y a 13 ans. Et au lieu de me mettre en colère, je me dis que c'était peut-être nécessaire. » Antoine se raidit. « Comment ça ? Si tu n'étais pas parti, si on était resté ensemble à 22 ans, on n'aurait peut-être pas duré. On était jeunes, toi surtout, pas assez mûrs, pas assez forts. » Elle traça des cercles sur sa poitrine. « Peut-être qu'il fallait qu'on se perde pour mieux se retrouver, que tu grandisses, que je devienne qui je suis. Tu essaies de me dire que j'avais raison de t'abandonner ? Non. » Elle leva la tête pour le regarder. « Tu avais tort. Ce que tu as fait était horrible. Mais peut-être que sans cette horreur, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. » Antoine caressa ses cheveux. « Je ne sais pas si je peux accepter cette logique. Parce que ça voudrait dire que tes années de souffrance étaient nécessaires. Et elles ne l'étaient pas. Peut-être, peut-être pas.
Elle haussa les épaules. Tout ce que je sais, c'est qu'on est là maintenant. Et je ne voudrais être nulle part ailleurs. Moi non plus. Ils s'endormirent enlacés, comme chaque nuit depuis leur mariage. Les années continuèrent de défiler. Lucas passa son bac avec mention, fut accepté dans une école de sport et commença sa formation d'éducateur. Il avait une petite amie maintenant, une fille adorable de son lycée qui l'amena dîner un dimanche et qui fut immédiatement adoptée par toute la famille. Léa entra en maternelle, cette petite boule d'énergie qui charmait tout le monde sur son passage. Elle avait le caractère de sa mère, la détermination de son père et l'empathie de son grand frère. Une combinaison redoutable. L'ONG prospéra. Camille ouvrit un 4e centre, puis un 5e. Elle fut interviewée dans des magazines, invitée à des conférences. Elle devint une voix respectée dans le secteur social, et Antoine était toujours là, dans l'ombre, la soutenant, applaudissant chacun de ses succès. Antoine lui-même avait changé. Il déléguait davantage au travail, refusait les projets qui l'éloigneraient trop de sa famille. Il avait compris que la vraie richesse n'était pas dans son compte en banque, mais dans les dîners du dimanche soir, dans les matchs de foot de Lucas qu'il ne ratait jamais, dans les histoires du soir qu'il lisait à Léa. Un soir de décembre, alors qu'il préparait le réveillon de Noël, Lucas, maintenant 20 ans et en stage dans un club sportif de Saint-Denis, annonça quelque chose. « J'ai quelque chose à vous dire. » Tout le monde se tourna vers lui. Il avait l'air nerveux, ce qui était inhabituel pour Lucas, qui était généralement décontracté. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Camille, immédiatement inquiète. « Non, rien de grave. » Il prit une grande inspiration. « Je voulais juste vous dire merci. »« Merci pourquoi ?» demanda Antoine. « Pour tout. » Lucas regarda ses parents. « Je sais que mon histoire n'a pas commencé normalement, que papa n'était pas là au début. Mais vous avez réussi à transformer ça en quelque chose de beau. Vous m'avez montré ce qu'est l'amour vrai, le pardon, la rédemption. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai des amis dont les parents sont mariés depuis 25 ans et qui ne s'aiment plus, qui restent ensemble par habitude. Et nous, on a une famille qui a été détruite et reconstruite, et c'est la chose la plus solide que je connaisse. » Camille avait les larmes aux yeux. Antoine passa son bras autour d'elle. « Alors merci, conclut Lucas. Merci maman d'avoir été forte. Merci papa d'être revenu et d'avoir fait les efforts nécessaires. Et merci à vous deux de m'avoir montré que même quand tout semble foutu, on peut réparer. » Léa, 7 ans maintenant, pas sûre de tout comprendre mais sentant l'émotion, se leva et alla serrer Lucas dans ses bras. « Tu es le meilleur grand frère du monde. Et toi la meilleure petite sœur peste. » Ils rirent tous, même à travers les larmes. Et cette nuit-là, quand tout le monde fut couché, Antoine et Camille restèrent sur la terrasse, emmitouflés dans des couvertures, regardant la neige commencer à tomber doucement. « On a réussi, » dit Camille. « Quoi ? À construire une famille, une vraie, malgré tout. C'est grâce à toi. Tu as gardé Lucas pendant que je n'étais pas là. Tu lui as donné l'amour de 2 parents. Et toi, tu es revenu. » Elle se tourna vers lui. « C'est ça qui compte. Tu aurais pu rester dans ta vie confortable, ignorer que Lucas existait, mais tu as choisi de te battre. Ce n'était pas un choix. Dès que je t'ai revu, dès que j'ai su pour Lucas, il n'y avait pas d'autre option possible que d'essayer de faire partie de vos vies. Tu as fait plus qu'essayer. Tu as réussi. » Antoine l'embrassa doucement, longuement, savourant le goût familier de ses lèvres, la chaleur de son corps contre le sien. « Je t'aime, Madame Delacroix. Je t'aime aussi, Monsieur Delacroix. » Et ainsi, sous la neige qui tombait dans leur maison pleine de vie et d'amour, Antoine et Camille savaient qu'ils avaient trouvé ce que beaucoup cherchent toute leur vie, sans jamais le trouver. Le pardon, la rédemption, une deuxième chance qui s'était transformée en pour toujours. Pas un pour toujours parfait. Il y aurait encore des disputes, des moments difficiles, des défis à relever, mais un pour toujours vrai, construit sur des fondations solides. Sur l'amour, oui, mais aussi sur le respect, la communication, le compromis, la volonté quotidienne de choisir l'autre. Et c'était plus que suffisant. C'était tout. Et voilà, nous arrivons à la fin d'une nouvelle histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les romances. Quel a été le moment qui a le plus touché votre cœur?
Les retrouvailles après tant d'années, la révélation de la vérité à Lucas ou le pardon final qui a permis à l'amour de renaître? Dites-le moi en commentaire. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.